Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire durant lequel je vais vous partager 10 conseils pour réussir votre reconversion en tant qu'enseignant. Alors, 10 conseils, je pourrais vous en partager des centaines parce que vraiment, c'est très, très riche au niveau des conseils que l'on peut vous donner en tout cas. L'idée de ce webinaire, l'objectif premier, c'est vraiment déjà de vous rassurer, de vous redonner un petit peu plus de pouvoir, de sécurité, j'ai envie de dire, mais aussi de vous permettre d'éviter des erreurs qui peuvent être classiques, hein, qu'on reproduit le plus souvent quand on est enseignant et qu'on souhaite se reconvertir, et vous montrer finalement qu'une reconversion, elle peut se dérouler de façon sécure, hein, de façon progressive également, et de façon alignée, de façon fluide, même quand on est enseignant et qu'on est dans un système finalement euh, qui est tel qu'il est en fait, qu'on le connaît, et parfois on va pouvoir penser que c'est très difficile de le quitter, et ça va générer énormément d'insécurité. Voilà. Pour me présenter, pour commencer, je vais prendre un petit temps bref pour me présenter pour celles qui ne me connaissent pas très bien encore. Donc moi, je suis Stéphanie Puyon. J'ai été professeure des écoles durant 14 ans. Donc être enseignante pour moi, c'était un rêve de petite fille en fait, hein, donc je n'ai pas trop réfléchi. J'ai toujours voulu être enseignante, donc je suis devenue enseignante. Et bien évidemment, le deuil a été très long à faire pour moi puisque je m'imaginais rester enseignante jusqu'à la fin de ma carrière, donc jusqu'à minimum 60 ans. Mais rapidement, j'ai eu une envie d'évolution professionnelle. En fait, je me suis sentie assez à l'étroit dès les premières semaines d'enseignement où j'ai été titulaire en fait. Et donc, bon, j'ai laissé cette idée de côté. Et voilà, cette idée de côté, cette envie plutôt de changement, quand on la laisse de côté, en général, ce qui se passe, c'est qu'elle revient. Elle revient peut-être 5 ans, 10 ans plus tard. Et moi, elle revenait régulièrement. Donc, j'ai rencontré, comme certainement vous toutes, des difficultés, en fait, hein, les inconvénients qu'on peut rencontrer lorsqu'on est enseignant. Et donc, au bout d'un moment, cette envie de me reconvertir, d'aller vers un changement professionnel, est devenue beaucoup plus intense. Tout s'est accéléré finalement à la naissance de mon premier enfant, de ma première fille, où là, finalement, ma priorité devenait mes enfants, ma fille, ma famille. Et donc, déjà, là, comment vous dire, je sentais que je n'allais plus pouvoir passer autant de temps à préparer la classe, à faire les corrections, etc., etc. J'avais beaucoup moins envie de passer du temps à exercer ce métier-là, sachant qu'au début, moi, de ma carrière, j'ai frôlé le burn-out parce que j'étais hyper, hyper impliquée, en fait. Je ne vivais que pour mon métier, j'étais passionnée vraiment par ça, donc je ne comptais pas mes heures, mais je vivais aussi de gros soucis relationnels avec des collègues les premières années. Et à la fin de ma carrière, j'ai eu cette envie de tourner la page. Euh, je ressentais ce besoin d'aller vers autre chose. Je sentais que j'avais fait le tour finalement. J'ai enseigné à tous les niveaux possibles. J'ai enseigné sur des postes spécifiques, puisque j'ai enseigné, moi, vous l'entendez à mon accent, j'enseignais à l'Académie de Toulouse sur des postes bilingues occitan. Donc j'enseignais la moitié du temps en français et l'autre moitié du temps en langue régionale occitane. C'est d'ailleurs cette passion aussi pour transmettre une langue et une culture aux élèves qui m'a fait tenir si longtemps, voilà, 14 ans, sinon je pense que j'aurais arrêté beaucoup plus tôt. Et même avec cette passion pour la langue, voilà, j'ai eu cette envie d'aller vers autre chose, de développer notamment de nouvelles compétences. Et donc à la fin, je n'étais plus en burn-out parce que j'étais beaucoup plus désinvestie dans mon travail finalement et j'avais beaucoup plus de recul. Et bon, avec l'expérience, j'étais aussi beaucoup plus efficace. Mais j'ai frôlé le bore-out. Et donc le bore-out, c'est quand on s'ennuie énormément au travail, ça peut conduire à de la dépression. Donc moi, je ne suis pas allée jusque-là, mais c'est vrai que j'avais pas envie d'y aller, quoi, parce que ça m'ennuyait profondément. Donc je ne me sentais plus à ma place.
Voilà un petit peu pour qui je suis. Et un message que j'ai envie de vous délivrer déjà dès l'ouverture de ce webinaire, ça serait le message suivant. Réussir sa reconversion, ce n'est pas fuir un métier, mais c'est d'abord se retrouver soi. Et vous allez comprendre où je veux en venir ensuite. Alors, j'ai sélectionné 10 conseils à vous transmettre, hein. Comme je le disais, j'aurais pu vous en transmettre beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus que 10 parce que si vous faites vraiment attention, il y a même comme des sous-conseils, je pense, dans les conseils généraux. Donc, je vous invite vraiment à prendre des notes, à prendre ce qui vous parle également, d'accord? C'est important. Il y a des choses qui vont résonner avec la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vont résonner parce que vous êtes à tel stade aussi de votre envie, de votre réflexion, de votre création de projet aussi, de reconversion, d'autres qui vous seront peut-être moins utiles. À vous de voir, d'accord? Mais voilà. Écoutez bien ce que je vais vous transmettre et peut-être qu'un conseil ne vous parlera pas aujourd'hui, mais il vous parlera peut-être dans 6 mois ou bien dans un an. Ces conseils, je me suis basée sur mon expérience personnelle, mais bien évidemment sur mon expérience aujourd'hui d'accompagnante en reconversion professionnelle pour les enseignants, puisque ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai quitté l'éducation nationale et que j'accompagne maintenant uniquement les enseignants dans leur reconversion professionnelle. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, premier conseil que j'aimerais vous partager, c'est de ne pas décider de vous reconvertir depuis l'épuisement, c'est-à-dire dans un état d'épuisement. Par exemple, si vous venez d'être mis à l'arrêt, voilà, c'est pas le meilleur moment pour décider d'une reconversion professionnelle. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un état de burn-out ou de dépression aiguë aussi, dans un état d'hyperfatigue, votre clarté mentale, vous ne l'avez plus. Parce que votre corps, tout simplement, votre système nerveux est assez occupé à vous maintenir en vie, en fait, en survie. Donc, il n'a pas l'énergie nécessaire pour vous permettre d'y voir clair, tout simplement, et vous n'allez pas pouvoir vous projeter dans l'avenir de façon assez sécure et assez claire. D'accord? Donc, si vous êtes épuisé, première chose à faire, clairement, c'est j'allais dire, de profiter de son arrêt. Oui, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, réguler son système nerveux de façon à revenir, à remettre de la sécurité dans son corps. Ça, c'est la première phase. C'est ce qu'on travaille dans la première phase des accompagnements d'ailleurs que je propose. Que vous soyez ou pas en burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour moi. On remet de la sécurité dans le corps. D'accord? Donc, ralentir, sécuriser, prendre soin de vous. Voilà, ça c'est la première chose à faire avant de tout vouloir changer à l'extérieur. Changer d'abord à l'intérieur de soi. Ok. Deuxième conseil, arrêtez de chercher le bon métier, le métier parfait, j'aurais pu dire aussi, trop vite. On peut rapidement tomber dans le piège du métier parfait. Et ça peut nous bloquer dans notre reconversion, dans notre cheminement, parce que tant qu'on ne l'a pas trouvé, ce métier parfait, on ne va pas se sentir finalement de quitter à 100% notre poste d'enseignant. Donc, dites-vous bien que la reconversion, c'est un processus plus ou moins long, hein, selon les personnes, mais c'est pas une réponse en fait qui est immédiate. D'accord? L'idée, c'est pas de fuir l'enseignement et de vite s'atteler à trouver le métier parfait. Pourquoi? Tout simplement parce que le métier parfait n'existe pas. N'existe pas, alors dans le sens où chaque métier a des avantages et des inconvénients. Et ça, on l'oublie un petit peu souvent. Vous avez des avantages à être prof, mais vous avez aussi des inconvénients. D'accord? Donc, le métier parfait,
pour moi, il n'existe pas vraiment. Néanmoins, l'idée, c'est de trouver un métier avec lequel vous allez être le plus aligné possible. Et quand je dis le plus aligné possible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser vos talents naturels, vos qualités qui sont innées et exploiter le plus possible, en fait, votre plein potentiel. Et ça, c'est hyper, hyper important, surtout quand on a été prof, selon moi, parce que c'est en allant vers ces métiers qui sont le plus alignés avec nous-mêmes, euh, qu'on va moins s'épuiser, en fait. D'accord? Parce que si on ne fait en sorte de choisir le bon métier uniquement basé sur des compétences que l'on a développées, hein, aussi en tant qu'enseignante, ou des compétences, voilà, qu'on a parce qu'on a passé tel ou tel diplôme ou examen, ça ne va pas forcément suffire. Donc, voilà, oubliez cette idée peut-être de bon métier. Je ne sais pas si j'en parle un petit peu plus tard, donc je vous le redis. Pensez également que pour vous reconvertir, il faut se lancer d'abord vers un métier, d'accord, qui nous semble le mieux possible en fonction de qui l'on est sur le moment, en fait. Mais vu que la reconversion est un processus évolutif, en fait, il vous sera possible de vous reconvertir de nouvelles fois ensuite. Et ça sera beaucoup plus simple, surtout si vous vous êtes déjà reconverti au préalable. D'accord? Donc, posez-vous deux questions. Qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre? Ça, c'est une des premières questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre? Et qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter au niveau professionnel? Donc, c'est des questions qui sont assez ouvertes, hein, j'ai envie de dire, qui vous ouvrent le champ des possibles, hein, contrairement à cette idée de euh, quel métier choisir, quel est le bon métier vers lequel aller. Voilà, si vous vous posez cette question trop tôt, ça risque de vous bloquer. Et moi, ça m'a bloqué ben, des années et des années, puisque cette idée de métier n'est jamais venue. Voilà. Troisième point. Alors là, je vais le développer un petit peu plus. C'est le fait de comprendre. Comprendre que quitter l'éducation nationale est aussi un deuil. C'est un deuil à faire, hein. Deuil à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le deuil du statut. Ensuite, le deuil de l'identité. Et ensuite, le deuil de la sécurité. Sécurité apparente. Donc, quitter ce métier d'enseignant, c'est vraiment un processus de deuil à faire. Donc, un deuil du statut. Pourquoi? Parce qu'être enseignante, ce n'est pas juste un emploi. C'est un statut social qui est reconnu. C'est une place claire, hein. Et c'est également un cadre institutionnel. Et même quand ce cadre, en fait, fait souffrir, il apporte une forme de légitimité. Quand vous dites je suis prof, je suis enseignante, tout le monde comprend. D'accord? Et s'éloigner de ce statut-là, finalement, de prof, c'est parfois perdre, hein, c'est prendre le risque de perdre une certaine reconnaissance extérieure. Et ça, alors, certains enseignants ne vont pas du tout être gênés par ça, et d'autres énormément. Donc, posez-vous la question déjà par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gênerait ou pas de vous lancer dans dans des domaines, alors là je parle pour les personnes qui ont déjà des idées, hein, mais d'aller vers des métiers qui sont peut-être moins, alors j'allais dire reconnus, pas forcément, parce que l'enseignement, on sait bien qu'au niveau de la société, bon, on n'est pas reconnu, clairement, c'est un métier où on manque énormément de reconnaissance, mais, euh, et c'est un petit peu contradictoire, hein, dire qu'on est enseignant,
eh bien, ça représente quand même encore quelque chose. Vous voyez, il y a le côté très intellectuel. Donc, perdre ce statut d'enseignant, ça peut en freiner beaucoup. Et ça peut vous freiner également beaucoup, peut-être inconsciemment. Ensuite, je vais vous parler du deuil de l'identité. Parce que quand on exerce le métier d'enseignant depuis des années, depuis plus de 10 ans, on a toujours été prof finalement. Si on ne s'est pas reconverti auparavant, on a toujours été enseignant. Et c'est ce qu'on se dit. Moi, je ne sais rien faire d'autre, j'ai toujours été enseignante. Donc, il y a comme un vertige souvent intérieur qui se produit, parce que finalement, qui suis-je si je ne suis plus enseignante? Surtout que c'est spécial quand même l'enseignement, puisqu'on a un rythme que l'on n'a jamais réellement quitté. On a toujours fait partie du système. On est entré dans le système en tant qu'enfant, en tant qu'élève, et puis on a poursuivi. Et donc on a toujours fonctionné avec ces périodes de vacances qui revenaient, et puis voilà, il y a cette identité d'enseignante qui s'est comme collée à nous. Donc on a cette casquette-là d'enseignante bien vissée sur la tête. Donc c'est normal que ça fasse peur de quitter cette identité-là, c'est tout à fait normal. Et c'est normal que ce deuil de l'identité aussi prenne du temps. D'accord? Chez moi, ça a pris énormément de temps. J'avais l'impression, en voulant me reconvertir, j'avais l'impression de trahir la petite fille en fait que j'avais été et qui rêvait d'être enseignante toute sa vie. Vous voyez, donc il y a vraiment un travail intérieur que j'ai dû faire pour faire ce deuil finalement. Troisième point, c'est le deuil de la sécurité apparente. Pourquoi? Parce que même quand le métier n'a plus de sens, il reste associé à un salaire régulier, à un cadre qui est connu et à une trajectoire finalement professionnelle qui est assez logique, on va dire. Alors, il y a des possibilités d'évolution, mais voilà, on ne quitte pas trop l'enseignement non plus. Elles sont pas énormes, ces possibilités-là. Donc voilà, quand on s'imagine rester dans le système, on sait vers quoi on va en général. Donc quitter tout cela, ce n'est pas seulement changer de travail, c'est remettre en question une illusion de sécurité à laquelle on s'est accroché parfois pendant des années. Alors pourquoi je dis illusion? Parce que extérieurement, tout semble aller bien et la sécurité semble être là. Parce que oui, ça, on a un salaire quand même qui tombe tous les mois, qui est toujours le même, qui est régulier. Donc ça, c'est une sécurité quand même qu'il faut reconnaître. C'est une stabilité financière, clairement. Mais tant extérieurement qu'intérieurement, la sécurité peut s'être transformée en insécurité. Et là, je pense à tous ces enseignants, et c'est peut-être votre cas, qui vont au travail avec la boule au ventre, qui n'arrivent plus à gérer leur classe, qui vivent des choses qui sont vraiment difficiles au quotidien. Donc là, il y a autant une insécurité extérieure qu'une insécurité, qu'une profonde insécurité intérieure. Dernier point par rapport à tout ça, c'est que 90%, ça c'est un chiffre que je dis, hein, c'est pas, il y a aucune étude derrière ça, mais pour moi, il y a plus de 90% des enseignants qui souhaitent se reconvertir, qui aiment toujours ce métier d'enseignant, qui aiment toujours les tâches en fait qui font partie de ce cœur de métier, en tout cas qui en aiment une partie. Pour certains enseignants, ça va être la transmission, le contact avec les élèves qu'ils vont toujours adorer et qu'ils vont avoir du mal à quitter. D'autres ne vont plus aimer être devant la classe, être face à la classe, mais par contre, tout ce qui est préparation de séquences d'apprentissage, voilà, tout ce qui se passe en dehors de la classe, ils vont adorer ça. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose
qui peut freiner beaucoup d'enseignants parce que ben, finalement, sur le papier, être enseignant, c'est un métier qui fait sens. Le matin, quand on se lève, on va transmettre des choses à des élèves. On ne comprend pas pourquoi on ne prend plus goût à faire ça finalement. D'accord? Je ne vais pas développer trop là-dessus, j'en ai déjà parlé lors d'autres webinaires, il me semble. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que voilà, on est dans un système qui n'est pas soutenant et qui vous demande des choses, qui nous demande des choses aujourd'hui qui sont de plus en plus insensées. Voilà, vous n'avez plus forcément les moyens de faire ce qu'il faut pour faire correctement progresser les élèves, pour les accompagner correctement. Donc c'est ça, en fait, qui produit un non-sens. Et donc ça crée de grandes tensions intérieurement. Quatrième point, quatrième conseil. Reprenez votre pouvoir de décision. Alors, ce que j'entends par là, ça va être, c'est vraiment cette idée de sortir. Alors, vous ne l'avez peut-être pas toute, hein, ou vous l'avez peut-être inconsciemment, en tout cas, moi, je l'ai eu. Sortir de la posture de demande d'autorisation permanente. Quand on veut se reconvertir, vu que ça génère de l'insécurité en nous, on va en général se tourner vers l'extérieur. Ça peut être des membres de notre famille, des collègues, tout un tas de personnes, ça peut être parfois, j'ai même vu vers les syndicats, pour leur demander ben, ce qu'on doit faire en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure chose que je puisse faire aujourd'hui? Et donc, en faisant ça, on attend, on demande en fait des autorisations extérieures en permanence. Donc, attention à ne mettre personne d'ailleurs, j'allais dire certaines personnes, mais c'est non, à ne mettre personne, jamais, sur un piédestal. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est le mieux pour vous. Ce qu'il y a, c'est que si vous êtes en insécurité, ça va être très compliqué de vous connecter à vous et de savoir ce qui est la meilleure chose à faire actuellement. Donc là, oui, allez chercher du soutien, allez chercher des aides extérieures. C'est le genre d'aide que j'apporte moi avec les accompagnements notamment. Des personnes, des profs aussi se font suivre par des psys parfois. Voilà, il y a besoin d'aide aussi, hein. L'idée, c'est pas de rester, de tout faire tout seul, hein. D'accord? Mais attention, voilà, gardez bien en tête que l'idée, c'est de vous faire conseiller sans vous faire déposséder, entre guillemets. Moi, je suis tombée aussi dans ce piège-là, me disant, ben voilà, si telle personne me dit ça, elle a raison. J'ai parfois des enseignants avec qui j'ai échangé qui me disaient avoir cette envie de liberté, éprouver cette envie d'aller vers quelque chose où ils se sentiraient plus libres. Et qui, là je repense à une enseignante, à une jeune enseignante, qui a eu besoin de demander cette autorisation à un syndicat. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose pour moi si je me faisais accompagner, etc., etc. D'accord? Donc forcément, ben, elle avait une certaine envie. Si la personne qu'elle a eue face à elle lui a dit quelque chose de contraire, ben, elle a suivi cette personne-là. Et elle, voilà. C'est dommage parce que personne d'autre que vous ne sait ce qui est le mieux pour vous, finalement. Donc, se reconnecter à soi, c'est vraiment un non négociable quand on veut vraiment se reconvertir et prendre le meilleur chemin pour soi. Cinquième point, j'en ai un petit peu parlé, je vais l'approfondir ici, c'est revoir la notion de sécurité. Alors, j'ai déjà différencié sécurité extérieure et sécurité intérieure. Vouloir tout contrôler dans son désir de reconversion, tout planifier, tout sécuriser avant, en général, ça bloque. Ça vous bloque dans votre désir de reconversion. La reconversion, c'est vraiment quelque chose qui est progressif. C'est en passant à l'action,
qu'on va entraîner une deuxième action et que le projet va se construire. C'est pas en restant figé euh, et conduit, j'ai envie de dire, par ses propres insécurités. D'accord? Donc l'idée, c'est de construire une sécurité qui va être une sécurité et un projet qui vont être progressifs et réalistes. Quand on parle de reconversion, ben, la question de la sécurité, notamment financière, va arriver très très vite, hein. C'est totalement normal. La peur de se retrouver sans argent ou sans assez d'argent, c'est la première peur qui revient chez les enseignants qui veulent se reconvertir. Ok, donc ça, c'est tout à fait normal, surtout qu'en tant qu'enseignant, eh bien, on a été formé à valoriser finalement cette stabilité, ce cadre, cette prévisibilité. C'est pour ça que les gens autour de vous ne vont pas forcément comprendre pourquoi vous vous embêtez à vouloir quitter tout ça, parce qu'il y a une certaine sécurité à être dans ce système-là. Mais il est essentiel de faire une distinction fondamentale, hein, entre sécurité extérieure et sécurité intérieure. Donc, je vais vous donner des petits éléments. Et après, je vous laisserai continuer à poursuivre votre réflexion par rapport à ça. Donc, tout d'abord, la sécurité extérieure. C'est tout ce qui est salaire fixe, le statut, votre contrat de travail et le cadre institutionnel dans lequel vous enseignez. Donc, sur le papier, quand vous êtes au sein de l'éducation nationale, toutes les cases, toutes ces cases-là sont cochées. Néanmoins, ce n'est pas parce que ces quatre cases-là sont cochées qu'il n'y a pas d'insécurité intérieure. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'insécurité intérieure. Sinon, vous seriez bien en tant qu'enseignante. D'accord? Donc, fatigue chronique, anxiété, perte de sens, impression de subir sa vie professionnelle. Donc, une sécurité extérieure sans sécurité intérieure finit un jour ou l'autre par coûter très cher en termes d'énergie, en termes de joie de vivre, en termes de santé. Parce que si vous êtes là, que vous avez envie d'aller vers un changement, c'est que vous avez envie de préserver, je l'imagine, un minimum votre santé, votre énergie. D'accord? Parce que être enseignant, c'est un métier qui est très prenant. Et alors, je pense que c'est pareil pour tous les métiers, mais si on reste trop longtemps dans un métier euh, qui n'est plus aligné avec nous-mêmes, un jour ou l'autre, ça a un impact au niveau de notre santé. Et être enseignant, c'est un métier qui est très demandeur en termes d'énergie physique, morale, mentale, en termes de tout ce qui est gestion émotionnelle, tout ce que ça demande, c'est énormissime, l'énergie que ça demande. OK? Donc forcément, si vous n'êtes plus à l'aise dans ce métier-là, ça va avoir un impact qui risque de s'amplifier en termes de sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, maintenant, venons-en à ça. Elle repose sur quoi? Elle repose sur la confiance en soi, la clarté sur ses besoins et ses limites, la capacité à s'adapter et le sentiment de pouvoir rebondir. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, si vous n'êtes pas au clair sur vos besoins et vos limites, si vous ne vous sentez pas capable de vous adapter dans, dans un futur métier, mais face aux futurs challenges et problèmes que vous allez rencontrer sur votre chemin, et que vous n'avez pas en plus ce sentiment de pouvoir dépasser ces challenges-là, vous allez éprouver un fort sentiment d'insécurité. Ça sera vraiment une insécurité intérieure. Donc cette sécurité-là intérieure, elle ne dépend pas d'un statut, mais de la relation que vous avez avec vous-même. D'accord?
Et c'est souvent cette sécurité intérieure qui manque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je travaille, j'amène les enseignants que j'accompagne, on le travaille au tout début de l'accompagnement. Parce que sans cette sécurité intérieure-là, ça va être très complexe pour vous de prendre les meilleures décisions et de faire les meilleurs choix pour vos projets, tant personnels que professionnels. C'est vraiment essentiel. Sixième point. Alors, le sixième conseil, sixième point, c'est identifier vos vraies compétences, hein, et pas seulement les diplômes que vous avez en fait. Alors ça, je pense que vous en êtes consciente. euh, Vous avez des compétences, hein, comme invisibles, hein, en fait, dont vous n'avez pas confiance, hein, qui ont été développées, que vous avez été amené à développer dans votre carrière professionnelle en tant qu'enseignante. Je vais pas trop m'attarder sur ça. Je vous offre sur mon site internet, vous pourrez aller voir dans la partie ressources, vos ressources. Vous avez tout un document que je vous partage avec les 50 compétences à valoriser en tant qu'enseignant. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez-y, vraiment, c'est un document qui est très intéressant. Vous savez faire des choses sans vous en rendre compte. C'est pour ça qu'un œil extérieur, un avis extérieur est toujours très intéressant par rapport à ça. Et le fait de comprendre quels sont euh, ces qualités, ces talents naturels finalement que vous avez, ça va vous amener progressivement à vous percevoir autrement euh, que juste comme étant enseignante et prof actuellement. D'accord? Et donc, reconnaître ces talents naturels, ces qualités qui sont innées. Alors ça, moi, j'utilise des outils hein, pour arriver à trouver ça chez vous dans les accompagnements. Mais clairement, quand vous connaissez ça, ça vous reconnecte énormément à votre confiance en vous. Ça vous donne énormément de force, je trouve. Parce que vous savez profondément ce dont vous êtes capable. Vous voyez? Donc, pour postuler sur tel type de poste, en fait, vous n'allez avoir aucun problème au niveau de la confiance parce que vous savez que, ben voilà, s'ils vous prennent sur tel type de poste ou si vous vous lancez même à votre compte hein, dans tel type d'activité, il y a 99% de chances pour que ça soit aligné avec qui vous êtes et que ce soit le meilleur choix pour vous. Donc, identifier ces vraies compétences et pas uniquement les compétences qui sont visibles, en fait, hein, euh, celles auxquelles on a accès. C'est vraiment très important également. Septième conseil, ça va être d'écouter le corps, d'écouter votre corps autant que votre tête. Alors, le corps, c'est une véritable boussole hein, qui vous donne plein de messages, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais nous sommes malheureusement dans une société où on ne nous a jamais appris vraiment à nous connecter à notre corps et à interpréter ces messages, ces signaux qu'il nous envoie. On est dans une société en France, en Europe, où on est très dans le mental. D'accord? Donc, c'est normal, quand on veut se reconvertir, on va vouloir utiliser ce mental pour passer à l'action, pour planifier sa reconversion, pour choisir son métier, etc., etc. Sauf que si vous faites, si vous vous basez à 100% sur votre mental pour vous reconvertir, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est quasi certain que vous vous trompez, que vous allez vous tromper, que vous allez vous planter entre guillemets. Parce que les choix que l'on prend, d'accord, que vous allez devoir prendre pour votre reconversion, vont devoir intégrer, si vous voulez que ce soit des choix qui soient alignés, qui soient aussi cohérents et pérennes sur le long terme, hein,
vous allez devoir forcément écouter ces messages que va vous transmettre votre corps. Votre corps, il sait ce qui est bon pour vous avant que le mental ne le sache. Il le sait pertinemment. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'enseignants qui se retrouvent à l'arrêt, qui passent par des phases de burn-out. Parce que mentalement, d'eux-mêmes, et ça se comprend, hein, ils n'ont pas su s'arrêter au bon moment. Et il y a ce truc-là, et moi je l'ai eu également, hein, où en tant qu'enseignant, on tire sur la corde, on continue, on continue à aller travailler alors qu'on est malade, alors qu'on a des douleurs à droite, à gauche, on continue jusqu'à ce que le corps finalement craque totalement. D'accord? Donc on pousse le corps vraiment à bout dans ses derniers retranchements et ça, c'est vraiment typique chez tous les êtres humains, hein, je pense. C'est quand on va être au pied du mur, sans autre solution que de s'arrêter, qu'on va être obligé de s'arrêter finalement. D'accord? Donc, le mental, on s'en sert pour organiser son passage à l'action. Il est nécessaire, clairement. Pardon, mais c'est votre corps. C'est votre corps, lui, qui va vous envoyer les bons signaux pour savoir si les décisions que vous allez prendre sont les bonnes ou pas. D'accord? Vous ne savez pas si vous devez quitter l'enseignement. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous vous dites, alors moi c'est quelque chose que j'avais fait, hein, un petit exercice que je m'étais fait faire, euh, oralement, je m'étais dit, Stéphanie, tu n'es plus enseignante, tu quittes l'éducation nationale. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps quand j'ai dit ça? Moi, j'ai ressenti comme quelque chose comment vous dire, euh, une certaine légèreté à ce moment-là dans mon corps. D'accord? J'avais pas de douleur. Je me sentais bien. Par contre, lorsque j'ai prononcé la phrase Stéphanie, tu restes enseignante, là, j'ai eu une légère boule au ventre qui est apparue. Vous voyez? Ça peut paraître dingue ce que je vous dis, mais quand on apprend vraiment à utiliser son corps, on entre dans quelque chose de beaucoup plus fluide hein, et beaucoup plus simple hein, pour prendre ses décisions. Donc, vous pouvez faire le test. Même si vous avez des idées de projet, dites-vous, comme je viens de vous le dire là, des affirmations toutes simples, hein. Une affirmation positive et ensuite son contraire, et voyez ce qui se produit au niveau de votre corps. Si vous ne ressentez rien, alors c'est pas que vous ne ressentez rien, hein, il se produit des choses dans votre corps, mais voilà, ça va vous demander un petit peu plus d'entraînement pour vous reconnecter à votre corps. Ok? Donc ça, il y a plein de petits exercices pour faire ça, hein, tout ce qui est méditation, juste s'entraîner, vous vous posez sur une chaise et vous ne faites rien d'autre que d'essayer de ressentir ce qui se produit dans votre corps. C'est comme ça que peu à peu, vous allez vous reconnecter à ces fameux ressentis et à cette fameuse boussole intérieure. Huitième point, huitième conseil, ne restez pas seul. Pourquoi je dis ça? Être enseignante, c'est un métier qui est très solitaire finalement. On est seul à préparer sa classe, on est seul face à son groupe d'élèves. Quand il y a une difficulté, ben, on est seul à devoir la gérer parce que parfois ben, les collègues ils savent pas trop comment nous aider, ils peuvent pas trop nous aider, c'est assez limité hein, ce qu'ils peuvent nous apporter en termes d'aide. L'administration, bon, c'est pas elle qui nous aide trop quand on a des difficultés en général. Donc, c'est un métier qui est déjà très, très solitaire. Donc, ça peut être très pesant, ça déjà au quotidien. Cet isolement, il est toujours là. Il est toujours là quand on est prof et qu'on veut se reconvertir. Parce que même s'il y a beaucoup de collègues et de profs qui sont à mal-être et qui veulent se reconvertir autour de vous, très peu passeront à l'action.
Moi, durant mes 14 années de carrière dans l'enseignement, j'ai toujours, chaque année, entendu des collègues disant, moi, ça serait bien, moi, j'aimerais bien faire un autre métier, changer de métier, patati et patata. Mais ils sont toujours profs aujourd'hui. D'accord? Ils sont toujours profs. Il y a une différence entre se débrouiller seul et être autonome. D'accord? On nous a appris, voilà, à nous débrouiller seuls, à faire le plus possible à faire le plus possible de choses seuls, d'accord? À être un petit peu comme la superwoman, entre guillemets. Mais voilà, clairement, quand on est dans un processus de reconversion, en général, on va avoir besoin d'aide à un moment donné parce que se reconvertir, ça demande du temps et ça demande énormément d'énergie aussi. Donc, si vous êtes sur un poste à temps plein, comme moi je l'étais quand je me suis reconvertie, si vous êtes maman en plus avec des enfants à gérer, donc vous avez votre classe à gérer, vos enfants, votre famille à gérer, vous rajoutez sur cela un projet de reconversion, d'évolution professionnelle, euh, vous pouvez très rapidement abandonner. D'accord? Si vous êtes seul face à vous-même et que vous vous éparpillez, si vous avez cette tendance à vous éparpiller, ne plus savoir où donner de la tête, euh, là, faites-vous aider, clairement. D'accord? Euh, la nécessité d'avoir un entourage soutenant, c'est vraiment très important dans une reconversion. Un entourage proche, hein, alors ça peut être la famille, hein, ça peut être des amis, mais pas que. Hein, vous pouvez trouver des collègues hein, qui peuvent vous soutenir, vous pouvez trouver euh, ça peut être ben, dans le cadre d'un accompagnement tel que je le propose, c'est un coach, hein, c'est une personne qui vous soutient, voilà, si vous n'avez pas un noyau proche hein, autour de vous qui vous soutient, parce que ça active des peurs hein, chez les personnes de votre famille, chez vos amis, ne comprennent pas toujours cette envie que l'on a de se reconvertir, eh bien, cet entourage soutenant, allez le chercher ailleurs. Allez vers des personnes que vous ne connaissez pas forcément intimement, mais allez chercher cette aide ailleurs. Elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale parce que, bah, vous le savez, en tant que prof, on n'avance jamais seul, d'accord? Même si quand on apprend soi-disant en autonomie avec un manuel scolaire, le manuel scolaire a été élaboré par des personnes, d'accord? Donc il y a toujours quelqu'un finalement qui nous aide dans notre avancée. Donc quand on est enseignante et qu'on commence à penser reconversion, l'isolement peut être de plus en plus grand, d'accord? On peut commencer à ruminer beaucoup, à tourner certaines pensées peuvent tourner en boucle dans notre tête et on peut avancer par à-coups finalement. Donc à un moment, on est motivé, on a cet élan d'y aller, et puis on se décourage aussi très rapidement. D'accord? Donc c'est vraiment les montagnes russes au niveau émotionnel à gérer. Ça, c'est vraiment très complexe en général à gérer seul. Euh, donc voilà, l'autonomie ne se construit pas dans l'isolement. Ok? Se débrouiller seul, c'est porter tout le poids finalement, les doutes, les peurs, l'identité qui bouge hein, un petit peu, les décisions, etc. Et être autonome, en fait, c'est s'appuyer, savoir s'appuyer au bon endroit, au bon moment, pour faire des choix plus justes et plus alignés. Donc, hein, et cette autonomie-là, elle se construit dans un cadre qui est sécurisant, avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez profondément, qui ne sont pas là pour vous juger, qui sont là pour vous soutenir, tout simplement, pour vous accompagner. Ok, c'est ça que tu veux. Eh bien voilà, si tu as besoin d'aide, moi, je suis là. Ok? Et dans ce cadre-là, un accompagnement donc tel que je le propose, là, ça va être un gain de temps et un gain d'énergie, je dis, parce que c'est vraiment un accélérateur parce qu'il y a ce cadre de l'accompagnement, il y a cette sécurité qui va se développer finalement. Et c'est comme ça en gagnant ce temps et en étant, comment vous dire,
En gagnant ce temps et cette énergie, finalement, en préservant votre énergie, vous allez être efficace parce qu'on n'a pas besoin de passer 36 000, euh, de poser 36 000 actions quand on veut se reconvertir. L'idée, c'est d'être efficace, de poser des actions qui sont justes, pas de s'éparpiller à droite à gauche. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie. Surtout quand on gère une classe et quand on gère en plus ses propres enfants à côté. Ok. Donc, se faire accompagner, c'est mettre de la clarté. Voilà, je suis dans le flou, j'ai envie de mettre de la clarté. J'ai envie de sortir d'une confusion aussi émotionnelle, hein. J'ai envie de stabiliser tout ça. J'ai envie d'avancer sans m'épuiser, d'accord? Parce que la reconversion pro, imaginez-vous bien que c'est comme un marathon, c'est une course longue, ce n'est pas un sprint. Donc il faut tenir sur la durée. En moyenne, ça prend 2 ans. Entre le moment où vous allez prendre votre décision, ça y est, là je suis au clair avec moi-même, je veux changer de métier. Maintenant, quoi faire, comment quitter le système, etc., etc., respecter le calendrier administratif. Ça vous prend en général 2 ans. Ça peut être plus rapide, mais en général, euh, le plus rapide, c'est 2 ans. OK? Donc 2 ans, ça peut paraître long, mais ça passe également très très vite, hein. OK? Donc pour terminer, oui, par rapport aux accompagnements, l'accompagnement permet aussi, je trouve, moi, parce que je me suis également accompagnée, j'ai testé en fait hein, le fait de me reconvertir seule et de me faire accompagner. Euh, Ça vous permet de légitimer, d'être légitime, pardon, dans vos questionnements, de vous sentir soutenu, même émotionnellement, vous avez quelqu'un là qui est là en tant que soutien. OK? Et ça fait toute la différence pour tenir justement dans la durée. Et ça vous permet aussi d'avoir quelqu'un qui qui vous permet de percevoir les angles morts, en fait. D'accord? Sans vous dire quoi faire. Voilà, il y a des points de vigilance que l'on ne voit pas toujours seul, hein, parce qu'il y a des angles morts, en fait. C'est comme quand vous conduisez en voiture, vous ne percevez pas tout. D'accord? Donc, se faire accompagner, c'est vraiment avoir le plus possible, aller en tout cas vers cette vision à 360 degrés. OK? Et comme ça, on se sécurise, on pense à tout, on fait les choses, j'ai envie de dire, un petit peu ben, dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'est l'ordre qui est le meilleur pour nous, hein. Et tout cela en respectant son propre rythme. Ça, c'est aussi hyper, hyper important. C'est pour ça que 2 ans, je dis, c'est une moyenne, hein. Pour certaines personnes qui passent à l'action très rapidement, ça peut être très, très court, plus court en tout cas. Et pour d'autres, ça peut être plus long. Moi, ça a pris, en moyenne, ça a pris 2 ans, hein, mais bon, le temps que le deuil se fasse, ça a pris beaucoup plus que 2 ans. Ensuite, neuvième point, neuvième point, c'est le conseil de vous mettre, je vous conseille de vous mettre en mouvement sans attendre d'être prête. Parce qu'il y a souvent comme une croyance, un mythe en fait, qui est le suivant, je me lancerai quand, voilà, quand les enfants seront grands. Je me lancerai quand, etc., etc. Il y a toujours des excuses qui reviennent, qui sont compréhensibles. Mais dites-vous bien que ces excuses que vous pouvez vous raconter cachent le plus souvent des peurs, d'accord? Parce que si vous prenez une enseignante qui débute dans le métier, elle va trouver des excuses, d'accord? Oui, mais moi là, je viens d'être enseignante, je viens d'acheter mon appartement, du coup j'ai le prêt, etc., etc. Du coup, voilà, il y a l'excuse du prêt. Et puis ensuite, vous avez 30, 40 ans. Ben oui, mais moi j'ai les enfants qui sont un peu petits là, ils sont jeunes, du coup ça me prend énormément d'énergie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour me reconvertir. Et puis voilà, on laisse passer le temps, la vie défile. Et puis ensuite, ben, les enfants qui étaient petits, ils sont, ils sont étudiants, donc oui, j'ai les études des enfants à payer, le logement, etc. Et puis on n'en finit jamais, en fait. Et puis à 50, 60 ans, parce que j'accompagne des personnes aussi qui sont
dans ces tranches d'âge-là. Oui, mais bon, finalement, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tard pour me reconvertir, vous voyez? Donc finalement, la vie continue et la vie ne vous attend pas. Donc l'idée, c'est de ne pas, voilà, d'agir quand même assez vite quand on ressent cette envie d'aller vers quelque chose qui nous appelle. Tout simplement, la capacité de passer à l'action rapidement, ça ne veut pas dire sur un coup de tête, hein, d'accord? Mais voilà, je me sens en sécurité, je passe à l'action, je teste des choses, on se met en mouvement, on cesse de rester statique, figé sur son poste en attendant que ben voilà, les années passent et puis on enchaîne les rentrées scolaires. Moi, c'est ce que j'ai vécu, j'avais l'impression de ne pas avancer, quoi. Pourtant, intérieurement, j'avais cette envie de changement, cette envie de mouvement, de faire entrer du nouveau dans ma vie. D'accord? Donc, cette capacité de mise en mouvement, de passage à l'action, elle est très importante. On commence par des petits pas qui sont concrets, d'accord? Des petits changements au quotidien. Le grand changement auquel vous aspirez, à savoir le changement de métier, ça va arriver progressivement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais essayez d'avancer, d'accord? Bien évidemment, pour les personnes qui sont à l'arrêt, arrêt de travail, l'idée c'est d'abord plutôt que de passer à l'action en étant en insécurité, retrouver votre énergie, d'accord? Retrouvez votre énergie, reprenez soin de vous, de votre corps, d'accord? Le reste va arriver ensuite. On arrive au 10e conseil, mais je vais vous en donner un 11e ensuite, vous allez voir. Euh, le 10e conseil par rapport à l'administration. Alors, par rapport à l'administration, on peut avoir en tant qu'enseignant cette peur d'être bloqué dans son projet de reconversion, d'être bloqué par le système, par l'administration qui est parfois très lourde. Et on a peur de se prendre des portes, de se prendre des noms. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est déjà de prendre rendez-vous, si ce n'est pas déjà fait, avec votre DRH de proximité. Donc, vous allez voir la personne qui peut vous conseiller sur les possibilités administratives qui se présentent à vous, en fonction du poste dans lequel vous êtes. L'idée, c'est d'être déjà un petit peu au clair, d'avoir quelques premières informations sur, voilà, au niveau administratif, il est possible de faire ça, ça ou ça. D'accord? Mais ne vous positionnez pas encore. D'accord? C'est-à-dire que le choix de ce que vous allez faire au niveau administratif, se fera en fonction de votre projet, du projet professionnel que vous allez vouloir développer. Mais moi, je vous conseille de réfléchir au plan A. Voilà, idéalement, si je veux quitter le système, ben, je demande. Alors moi, c'était la rupture conventionnelle, ça peut être la démission, etc., etc. Ça, c'est le plan A. Le plan B, ça pourrait être ça. Et on a toujours un plan. Une fois, j'ai une enseignante qui me disait, en gros, même pas peur, s'il me ferme les portes, hein, parce qu'elle se prenait quand même pas mal de noms, de refus, s'il me ferme les portes, ben moi, je passe par la fenêtre. Alors, c'est une image qui est assez intéressante dans le sens où, ben voilà, il y a toujours une solution. Et ça, ne l'oubliez jamais. Ne vous sentez pas bloqué dans un système. C'est pas forcément facile d'en sortir. J'en conviens. Néanmoins, ça peut se faire, ça peut être simple. D'accord? Moi, ça n'a pas été compliqué pour moi de sortir du système. Alors qu'à la base, je pensais que ça le serait. J'avais peur de parler de mon projet à l'administration. J'avais envie de faire, de créer mon projet un petit peu en douce, vous voyez, et de partir sur un coup de tête. Euh, voilà, mais il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai bien fait les choses, hein, finalement.
Et les portes se sont ouvertes les unes après les autres. Et quand j'ai quitté finalement l'éducation nationale, je me suis dit, mais finalement, c'était pas si compliqué que ça, quoi. Je m'en faisais une montagne et en fait, c'était simple. Il fallait savoir quoi faire, mais c'était simple. D'accord? Parce que je me suis mise dans cette, comment vous dire, je me suis également laissée guider hein, par la vie et j'ai ressenti cette fluidité dans tous les passages à l'action que j'ai pu entreprendre. Et ça, c'est ce que je vous aide à faire aussi quand je vous accompagne, c'est arriver à ressentir cette fluidité des choses. Ok? Si ça bloque, ça sert à rien d'insister. Revenez-y plus tard. Ça sert à rien d'insister. Ok? Les choses doivent se faire avec fluidité. Ok? Si vous devez quitter l'enseignement, vous allez quitter l'enseignement. Personne ne vous oblige à rester sur le poste sur lequel vous êtes aujourd'hui. Personne. Donc ça, c'était le petit point administratif. Donc vous leur parlez, hein, vous leur dites juste que vous avez envie d'évoluer hein, au niveau professionnel. Vous voyez ce qu'ils vous proposent. Et puis ensuite, ils vous envoient tout un tas de documents, tout un tas de liens en général. Donc après, faut faire le tri un petit peu à tout ça- par rapport à tout ça. Mais n'ayez pas peur par rapport à ça. Ne vous positionnez pas, ne commencez pas votre projet en vous disant, ben oui, moi, il faut absolument que j'obtienne ma rupture conventionnelle, sinon c'est fichu, je suis bloqué à vie dans ce métier, quoi. Non. Construisez votre projet tranquillement, construisez votre sécurité intérieure, et vous allez voir que les choses vont, et ça je n'en doute pas, vont se simplifier, se fluidifier, clairement. Et onzième point que j'avais envie de vous partager, le petit conseil bonus, c'est n'attendez pas d'être à l'arrêt pour préparer votre projet. J'ai beaucoup d'enseignants qui me demandent est-ce que je dois me mettre à l'arrêt pour me faire accompagner, par exemple. Euh, oui, alors n'attendez pas forcément d'être à l'arrêt. Alors quand vous êtes à l'arrêt, bien sûr, vous avez plus de temps. Mais si vous êtes en arrêt maladie, un état d'épuisement aigu, on va dire, vous allez devoir reprendre soin de vous un minimum avant. D'accord? Vous allez devoir remonter au niveau de votre énergie. OK? Ça, je vous en ai un petit peu parlé précédemment. Donc, on peut très bien préparer sa reconversion en parallèle et en travaillant à 100%. Néanmoins, ça demande, alors c'est même pas de l'organisation, c'est que ça demande un minimum de lâcher, euh, comment vous dire? Ouais, d'aménager des temps pour préparer tout simplement cette reconversion. Alors, pas besoin de passer 10 heures par semaine, hein, d'accord? Si vous réussissez déjà à passer 1 heure par semaine au début, c'est déjà très bien, d'accord? Donc, si ça vous fait peur et que vous vous dites, mais moi, j'ai absolument pas le temps pour préparer ma reconversion, commencez par une petite heure par semaine. Essayez de caler ça. Et vous allez voir qu'après, logiquement, vous allez pouvoir trouver peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est vrai que ça demande quand même de, ben, de passer moins de temps, hein, parfois, de préparation pour la classe, etc., etc., hein, d'accord? Parce qu'on a tous, quand on se réveille le matin, la journée a fait 12 heures, quoi, hein. Donc, il faut bien qu'on dorme. Donc, on a tous le même temps. Et si vous n'y arrivez pas du tout, ben, faites-vous accompagner. C'est là où l'accompagnement aussi devient judicieux, puisque quand vous êtes en séance d'accompagnement avec moi, par exemple, les séances elles durent 1 heure, 1 heure 30.
Vous êtes en séance, vous bossez sur votre projet de reconversion, d'accord? Les accompagnements individuels, c'est des accompagnements qui durent entre 6 mois et 1 an, ok? Donc, j'ai accompagné des personnes en arrêt. Clairement, il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt, mais il y en a aussi qui sont sur des postes à 100% comme je l'étais. Donc, c'est totalement faisable pour tout le monde. Quand vous devez aller chez le docteur, à 17 heures, vous allez chez le docteur à 17 heures. D'accord? Ça vous crée un cadre, en fait, le fait de vous faire accompagner. Vous arrêtez de vous poser de vous poser des questions, ben voilà, non. Là, à 17 heures, j'ai rendez-vous avec Stéphanie, j'ai l'accompagnement, et là, on va travailler mon projet de reconversion. D'accord? Donc, n'attendez pas forcément d'être à l'arrêt, parce qu'en plus, si vous vous dites, il faut que je sois à l'arrêt, donc en gros, inconsciemment, il faut que je sois malade, que je sois encore plus mal qu'aujourd'hui pour me mettre à l'arrêt, ben vous allez créer comment vous dire, vous allez générer cet arrêt, vous allez générer ces douleurs, ces maladies, etc., etc. D'accord? Vos pensées créent votre réalité. D'accord? Si vous vous dites sans arrêt, je suis malade, vous allez vous créer une maladie, clairement, hein. Il n'y a pas de secret, hein. D'accord? Et ensuite, dernière chose que je voulais vous partager, c'est que préparer un projet avant d'aller trop loin, avant de se lancer dans tout ce qui est formation, parce que les formations sont quand même assez accessibles aujourd'hui avec tout ce qui est formation en ligne, même en présentiel, hein, sur le temps du week-end, etc. On peut rapidement s'inscrire à une formation. En tant que prof, on aime se former, donc c'est facile de se former, d'accord? Le plus dur, c'est voilà, la construction du projet ensuite pour vivre, pour créer son projet de reconversion et pour aller jusqu'au bout de ce projet et franchir la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est autre chose. Donc avant de vous lancer dans une quelconque formation, euh, ayez toujours en tête cette envie d'aller vers plus de clarté, vers plus de sécurité intérieure, de façon à ce que les choix que vous allez poser soient, que vous preniez ces choix-là en toute sérénité en fait. D'accord? La peur ne disparaîtra jamais. Vous aurez toujours des peurs, clairement. Mais cette envie de vous reconvertir, cette excitation à vouloir créer et à vouloir tester une nouvelle vie professionnelle, elle doit prendre le dessus sur ces peurs normalement. À l'intérieur de vous, il y a un mélange d'excitation et de peur. C'est normal. Et quand vous ressentez ça, je le dis, vous êtes sur le bon chemin. Parce que la peur, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui vous guide vers quelque chose qui est important aussi pour vous. D'accord? Donc, il ne s'agit pas, quand on se reconvertit, de tout changer du jour au lendemain, mais il s'agit d'anticiper, même doucement. OK? Et un projet de reconversion, comme je vous l'ai dit, un projet solide, se construit euh, avec le temps, d'accord? Et il faut un minimum d'énergie. Donc, quand vous êtes à l'arrêt, que vous n'avez plus du tout d'énergie, alors c'est normal, hein, il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent, là, je viens d'être à l'arrêt, je suis vraiment pas bien, j'arrête pas de pleurer, je me demande ce que je vais pouvoir faire, donc je regarde sur Internet et tout. Je comprends totalement la personne, hein, d'accord? Là, quand vous êtes dans ça, vous êtes en grande insécurité, vous cherchez une issue en fait. Vous cherchez à fuir. Votre système nerveux vous amène à essayer de fuir cette situation de mal-être que vous vivez, cet inconfort que vous vivez. Parce que pour un prof, être arrêté quand on a toujours été à l'action et ouais, ça, on a toujours été occupé à faire quelque chose du jour au lendemain. Votre médecin vous dit là, stop, vous ne pouvez plus retourner en classe, ça fait drôle, ça fait vraiment très drôle. On culpabilise énormément, d'accord? Donc on s'en veut, on remet tout en question et on cherche à fuir cet inconfort.
c'est normal, d'accord? Mais sachez que c'est pas forcément le mieux à faire. Profitez de votre temps d'arrêt, ok? Donc, petite phrase pour conclure ce webinaire. Vous pouvez clairement, vous aussi, vous reconvertir, d'accord? Si je l'ai fait, si tous ces enseignants l'ont fait depuis tant d'années, c'est que vous pouvez clairement, vous aussi, vous reconvertir. C'est normal, c'est sain de vouloir évoluer et changer de métier. La vie, est faite de changements, d'évolution. Donc aujourd'hui, on est en 2026. C'est entré dans les mœurs, hein, les gens changent de métier. À l'époque, c'était des métiers des carrières qui étaient très linéaires, hein, pour nos grands-parents, notamment nos arrière-grands-parents, etc. Un métier, voilà, une carrière, un métier, on n'avait pas le choix, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, voilà, les métiers sont quand même différents. Le métier d'enseignant n'est plus le même que celui d'il y a 30 ans. Euh, c'est un métier qui use, d'accord, être enseignant. Donc, cette envie de reconversion, elle est encore plus légitime et vous n'avez pas besoin d'être malade, en burn-out ou je ne sais quoi pour avoir cette envie d'expérimenter une nouvelle vie professionnelle qui vous convient mieux et qui vous respecte, qui respecte vos choix de vie, votre équilibre aussi, hein, de vie familiale, personnelle. Donc, voilà, c'est possible pour vous aussi. OK? Avant de vous laisser la parole, et de répondre à vos questions si vous en avez, je vais vous partager, pour celles qui ne le connaissent pas, alors, mon site internet. Je vais vous faire voir. Voilà. C'est que vous pouvez trouver les ressources dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Check. OK. Donc, vous avez la barre là d'en haut. Donc, accueil à propos, vos ressources. À vos ressources, vous trouverez, pour celles qui veulent commencer de leur côté, un petit carnet d'introspection, donc avec une sélection de questions que j'ai récapitulées sur un document pour vous permettre d'avancer, d'accord, de votre côté. Un travail sur l'ikigai pour vous aider à trouver votre voie. Après, il n'y a rien de magique, hein, là-dedans. Ça peut vous permettre d'avancer, mais voilà, il peut y avoir forcément toujours le doute. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que voilà. Les 50 compétences à valoriser dont je vous ai parlé dans ce webinaire, le lien vers le groupe privé que vous connaissez certainement, le lien vers les articles de blog. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, vous allez à la partie prestations, nos prestations. Donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez cliquer pour réserver votre appel avec moi. N'hésitez pas à le faire, d'accord? Je réserve des créneaux, moi, dans mon agenda chaque semaine pour échanger avec des enseignantes qui souhaitent se reconvertir, qui souhaitent avancer, qui souhaitent aller vers plus de clarté et passer à l'action, d'accord? Donc, réservez votre rendez-vous, ça prend 30 minutes, 30-40 minutes à peu près un rendez-vous. C'est totalement gratuit, ça ne vous engage absolument à rien, d'accord? Moi, je ne cherche pas forcément à vous accompagner derrière, hein. Si je vous accompagne, avec grand plaisir, mais voilà. Et si je ne peux pas vous accompagner, eh bien, voilà, éventuellement, je peux vous rediriger vers d'autres personnes pour vous aider. Mais voilà, là, vous avez toutes les infos sur les accompagnements individuels. Pour tout ce qui est création, élaboration du projet de reconversion, j'accompagne également les enseignants qui souhaitent créer leur entreprise, hein, d'accord? Donc pour les enseignants que j'accompagne, par exemple, sur la création d'un projet professionnel sur un an, d'accord? J'ai des personnes que j'accompagne sur un an. Si durant cet accompagnement-là, ils se positionnent et me disent, moi je veux créer mon entreprise dans tel domaine, voilà, eh bien, on bascule sur l'accompagnement, créer son entreprise. D'accord? Je regroupe les deux accompagnements en un, hein, d'accord?
Moi, je vous donne dans les accompagnements ce dont vous avez besoin. Check, tout simplement. Vous avez des formations en ligne également qui sont disponibles. Donc là, vous vous inscrivez, vous avez accès à la formation directement. Vous recevez votre lien de connexion par mail. Et je propose également, alors ça, c'est pas régulier, hein, mais je propose des immersions en présentiel. Donc il y a une immersion de plusieurs jours que je ferai certainement cet automne, que j'ai fait en 2000. La première, elle était en 2024. 2025, j'en ai pas refait. Donc ça, c'est génial. C'est génial ces immersions-là. Bon, vous avez toutes les informations, mais c'est voilà pour vous faire du bien, tant à vous qu'à votre projet de reconversion. C'est voilà, et pour être efficace en 3 jours, on avance très très bien. Voilà, c'est un groupe très réduit. J'adore, hein. J'adore ce format-là. Je vous en proposerai peut-être au printemps une petite journée en région parisienne. Et ensuite, vous avez tout ce qui est atelier en ligne. Donc, les ateliers en ligne, ça, voilà, vous allez être tenu au courant quand j'en propose. Je vais peut-être en proposer un au mois de mars-avril. Donc, les ateliers en ligne, je vous tiendrai au courant par mail et dans le groupe privé Facebook, hein, également, reconversion après prof. D'accord? Dans tous les cas, si vous avez une question sur l'une ou l'autre des prestations, envoyez-moi votre question hein, par mail. Pas besoin toujours de prendre un rendez-vous téléphonique, hein. Tchac. Voilà pour ce webinaire.